Bonjour à tout le monde, bonjour aux développeuses et développeurs de programmer. Bonjour, à toi Philippe. Un grand merci de nous retrouver, un vendredi très tôt le matin. Voilà, Ah 7h30, oui, comme tu disais, et comme on c'est s'est vrai, c'est passé comme tu viens de le dire, 7h30. Ah, voilà, donc c'est un petit peu tôt. on est des leftos tous les 2. Voilà, exactement. Écoute, je suis très heureux de t'accueillir, hein, parce qu'on a l'occasion d'échanger nous ensemble et tu as déjà fait du contenu pour, les magazines. Je te laisse te présenter en quelques minutes et on va, recentrer le débat que l'on va avoir. Alors pour vous dévoiler un petit peu le thème de ce matin, de cette vidéo, ça va tourner autour de l'IA et oui, bon, incroyable mais vrai, c'est un sujet dont on ne parle absolument pas. Donc c'est l'occasion de venir un petit peu dessus. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de choses fausses et de choses vraies et on va essayer un petit peu, d'élargir le débat, et notamment au niveau technique. Je te laisse te présenter et on entame, la démo tout de suite, après. OK, alors je pourrais me présenter de la manière standard, Philippe Payola, Microsoft, et cetera. Mais on va dire que je vais plutôt vous résumer ma philosophie de vie et mon parcours. Je pense que c'est un peu plus intéressant. Je commence ma carrière il y a une vingtaine d'années à IBM parce que je suis fils d'IBMer, parce que mon père, était fou de technologie et il me dit: «Bah, ça serait bien que tu regardes l'informatique». Donc je ne sais pas s'il m'a vraiment orienté, mais en tout cas, vous le voyez, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'informatique. Je commence un peu après le 11 septembre d'ailleurs, pour l'anecdote. Ensuite, je passe par diverses sociétés où je fais beaucoup d'erreurs, mais j'ai toujours eu à cœur de demander. C'est-à-dire que je considère que si on ne demande pas, on n'obtiendra rien déjà et puis les gens n'aiment pas dire non. Donc ce que j'ai toujours appliqué dans ma carrière, c'est demander, demander, demander et donc j'ai fait différentes sociétés et puis au bout d'un moment, bah, j'ai eu un rêve, en fait, j'en avais 2. Le premier, c'était de participer à koh et je n'ai jamais réussi à participer à koh à l'heure où on parle aujourd'hui. Et puis le deuxième rêve, pour le coup, c'était de rentrer chez Microsoft parce que pour la petite histoire, quand j'étais en IUT, le prof de com nous avait demandé de préparer une présentation sur un sujet qu'on présenterait aux élèves. Et moi, j'avais choisi le sida. Alors, je me rappelle plus pourquoi, mais j'avais lu des livres et des livres sur le sida et le jour où j'étais passé devant mes collègues, il y a le stress, bien entendu, parce que quand on va présenter quelque chose, il y a toujours un stress. Mais après, une fois qu'on est dedans et ben, on est dans un autre état et moi, ça m'a plu ce moment-là. Donc, j'ai continué ma carrière dans le domaine de la formation, de la sécurité et du cloud. Alors pourquoi je dis formation? Parce que j'ai très vite été Microsoft Certified Trainer. Donc en fait, quand j'ai fini mes études, le responsable pédagogique de l'IUT en informatique m'avait demandé de donner des formations aux élèves sur les produits Microsoft, parce que j'aimais déjà ça à l'époque. On parle de Windows 2000, hein. On parle de ouais, Windows 2000, donc ça date, hein, quand même. Et puis, très vite après, j'ai commencé à travailler sur la sécurité, dans la sécurité. Alors pas la sécurité, avec le chien et cetera à l'entrée des bâtiments, hein, vous vous en doutez, mais plutôt la sécurité informatique. Et puis après, bah, je me suis orienté vers le cloud. Alors pourquoi le cloud? Bah, tout simplement parce que j'avais un manager qui était top, bienveillant, Vivian et on était à la machine à café et puis il me dit: «Ouais, il y a Microsoft qui a sorti un truc qui s'appelle, Windows Azure et je sais que tu es, Microsoft Certified Trainer Philippe, ça serait bien que tu formes l'équipe à cette techno». Alors je vous parle de ça, c'était en 2012-2013, je me rappelle plus exactement. Mais cet homme-là, sans le savoir, il a changé ma vie parce qu'il m'a donné les clés pour pouvoir m'intéresser à une technologie où au final, à partir de votre clavier, de votre souris, ben, vous pouvez créer des ressources à n'importe quel endroit dans le monde. Moi, ce que j'adore avec le cloud, c'est que on peut se retrouver le matin à faire de l'IA, l'après-midi à faire du réseau, Mmh. et en fin de journée à faire de la base de données et à faire interagir tous ces composants directement dans le portail Azure. Donc c'est vraiment passionnant. Moi, c'est une de mes passions, le cloud. Il n'y a pas que ça. Je sais que ça peut paraître, Mmh. étrange, mais c'est une de mes passions et donc pour résumer, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière, mais ça m'a permis d'avancer et je trouve que en France, on a tendance à stigmatiser les erreurs
et privilégier, les réussites. Or, dans la culture anglo-saxonne, on est plutôt dans une logique de dire: «Bah, vous vous êtes construit comme ça parce que vous avez fait des erreurs». Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage et je trouve j'ai toujours été plus proche de cette approche qui est de dire: «Bah, quand j'ai commencé à faire du vélo comme toi, quand j'étais jeune François, bah, je suis tombé et c'est en tombant que j'ai appris de mes erreurs, ce qui m'a permis de petit à Mmh. petit arriver à faire du vélo». Bah, en fait, j'ai un peu appliqué cette philosophie dans mon job au quotidien et puis, de manière générale, j'ai toujours aimé enfreindre les règles, essayer de penser différemment. Quand il y a un problème, j'essaye de pas suivre comme tout le monde voit la solution. J'essaye toujours de penser, comme on dit, out of the box. Mmh. Ça me paraît pas mal Mmh. et encore une fois, j'ai jamais eu peur d'échouer. Vraiment, j'ai jamais eu peur d'échouer et ça m'a permis de travailler beaucoup, tout en ayant en tête que si j'échoue, bah, j'apprendrai. En ignorant aussi quelque part ceux qui disaient que c'était pas possible, parce que ça arrive souvent qu'on nous dit, «Non mais, perds pas de temps sur ce sujet, tu y arriveras pas». Il y en a d'autres qui se sont cassés les dents dessus et moi j'aime bien les challenges, j'aime bien essayer de résoudre des problèmes et donc cette carrière m'a plutôt bien plu à ce niveau-là puisque, bah, quelque part quand on est un informaticien, on utilise des logiciels au quotidien. Ces logiciels sont pas parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par des informaticiens et donc, bah, il y a aussi tout ce côté, debug, tout ce côté troubleshooting que j'ai toujours aimé dans l'informatique, la résolution de problèmes. Voilà, Très bien. heu, je Merci à pense que toi. je me tais maintenant, c'est ça? C'est fini Voilà, c'est l'interview? ça. Donc on va parler un petit peu d'IA. Donc oui, donc c'est un sujet totalement neuf, hein, mais évidemment dont on parle pas pas du tout, très, très peu. Heu, donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'IA, c'est magique, c'est voilà, c'est l'effet waouh, mais bon, en fait, quand on gratte un petit peu et qu'on regarde un petit peu mal à la plomberie, on s'aperçoit que l'IA, c'est tout sauf de la magie à la base. Heu C'est et des algorithmes. voilà, et ça, tu as raison de le préciser. Il y a un élément important, qui est derrière, c'est le fameux machine learning, et qui dit machine learning va dire aussi deep learning aussi à un moment donné, et qui dit tout ça, dit aussi les fameux modèles. Donc c'est les fameux grands modèles de données, ou les petits modèles, hein, parce qu'aujourd'hui on a une opposition entre les 2 et tu vas, nous dire le pourquoi du comment. Pour citer des noms, bah, c'est le fameux, GPT évidemment, donc ça c'est le grand modèle en général, et on a en opposition les petits modèles comme le Phi. Alors le Phi, hein, c'est un modèle, donc c'est un small language model, de Microsoft. Bah, tu as Hem, tout résumé en fait, tu as plus besoin de moi. alors voilà, mais par contre, ce qui m'intéresse aussi, et c'est un débat que j'ai depuis, quelques mois avec des développeurs, avec des CTO ou même des experts en IA. C'est l'opposition entre les 2 modèles-là, et c'est l'opposition entre les modèles qu'on va dire transverses, donc très généralistes, et les modèles dits verticaux, donc très spécifiques, et l'intérêt que l'on peut avoir de chacun. Voilà, Ça en fait et beaucoup des ouais, ouais, vas-y. voilà, Ça fait et beaucoup de questions. voilà, donc c'est très intéressant, et sur ce, bah, je te laisse, la parole, et tu te débrouilles avec tout ça. Ah bah, écoute, ça en fait des infos, j'aurais dû faire comme les avocats, noter au fur et à mesure Ouais, ouais, ouais. tout ce que tu me Non, mais moi, disais. je diverge toujours, hein, de toute façon. Comme ça, ça me permettait de non, alors plus sérieusement, hem, il y a différents modèles effectivement et Microsoft est partie prenante dans les technologies liées à la société OpenAI, comme tu le sais. Ouais, ChatGPT en est un exemple, mais il faut pas oublier, DALL-E, typiquement. ouais. Qui est et qui vit ou même Whisper d'ailleurs, pour tout ce qui est transcription de l'audio ou translation de l'audio. Mon point, c'est que donc il y a des LLM, il y a des SLM. Moi, je pense pas qu'il faut les mettre en opposition parce que pour une entreprise donnée, elle peut très bien à un moment donné utiliser les 2. Mmh. C'est pas une opposition. En fait, il y a tellement de modèles maintenant sur le marché, Bah, en liés fait, à c'est le Microsoft ou contexte, en pas. fait, qui te donne, Voilà, c'est ça. c'est ça. On dit souvent, à l'armée: «C'est le terrain qui commande». J'aime bien cette phrase. C'est-à-dire qu'on peut être aussi bien préparé, on peut avoir drillé au fur et à mesure
pour de la progression dans des bâtiments, et cetera, à la fin, c'est le terrain qui commande. C'est lui qui va définir le Mmh. comportement. Et ben, c'est un peu pareil pour les LLM et les SLM. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins, on va partir sur tel SLM ou tel LLM. Par exemple, si je veux une faible latence, donc une rapidité de réponse face à une question de l'utilisateur, je peux peut-être partir sur un SLM parce qu'ils ont moins de données ingurgitées d'une certaine façon et ils sont faits pour répondre rapidement sur des sujets précis. Alors que le LLM, qui a plusieurs milliards de paramètres, que ça soit ChatGPT 4, Turbo, etc., lui va être basé sur un plus grand nombre de connaissances et de connaissances Mmh. et la logique qu'il y a derrière, c'est qu'on va peut-être préférer ce modèle si on veut pouvoir répondre à des questions plus variées. Mais dans tous les cas de figure, il ne faut pas oublier que les modèles SLM, les modèles LLM s'appuient sur 2 concepts qui, pour moi, doivent être connus avant de rentrer dans l'IA, le fine tuning et bien entendu le RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors, c'est quoi la différence entre les 2? Toi et moi, François, on a fait des études et au bout d'un moment, bah, toi, tu es parti sur, tel, tel métier et moi, je suis parti sur tel autre. Bon, ça, c'est un fait et tout le monde a globalement en France un tronc commun. On finit tous nos études après le bac et puis après, on va se spécialiser dans des domaines particuliers. Ça peut être la plomberie, la coiffure, et cetera, ou l'informatique, comme c'est notre cas à tous les 2. Ce qui va nous différencier, c'est le métier qu'on va te donner. Et bah, je dirais que le fine tuning, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'un modèle, il est généraliste, il a un tronc commun, c'est-à-dire qu'il connaît plein de choses sur plein de sujets. Il peut aussi bien parler de Platon que de la guerre en Ukraine, que de la pauvreté dans le monde, et cetera, et cetera. N'empêche qu'on peut lui apprendre un métier. Et le fine tuning, ça va être d'utiliser un dataset pour entraîner mon modèle pour qu'il connaisse bien un métier spécifique. Donc, on va spécialiser mon modèle sur un métier spécifique. Ça, c'est le fine tuning. Le truc, c'est que bah, les métiers évoluent. Et pour pouvoir être toujours up-to-date, à jour sur les dernières innovations sur un métier donné, surtout en informatique, on va utiliser ce qu'on appelle le RAG. Le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Donc, quel est le principe du RAG? Bah, tout simplement qu'à une question donnée, je vais me baser sur mon dataset que j'ai entraîné, mais je vais essayer d'aller chercher la dernière info à jour sur un sujet donné. Donc, par exemple, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft. Bah, concrètement, je connais bien Azure, en tout cas j'espère, mais des fois, un client va me poser une question sur une dernière technologie spécifique sur un service avec une nouvelle mise à jour que Microsoft a sortie la veille. Bah, soit je peux me baser sur mes anciennes connaissances sur le service en disant oui, il y a 3 mois, c'était ça. Soit je peux faire une recherche juste avant le call client pour être up-to-date sur ce service et donc pouvoir parler des dernières nouveautés de ce service. Et ben, le RAG, c'est ça. Donc le fine-tuning, c'est je donne un métier à mon IA, je la spécialise. Le RAG, c'est je lui donne quelque part les dernières données pour répondre à mes utilisateurs. Et pour terminer, et ça c'est un point qui est important, tous ces concepts-là sont à utiliser au quotidien, mais, mais aussi en réfléchissant en ayant un point de vue critique sur les données qui sont sorties. Souvent, je vois des utilisateurs, des clients qui vont poser une question et qui vont prendre la réponse comme argent comptant. Il faut savoir que les LLM, les SLM, on peut définir leur degré de créativité. C'est ce qu'on appelle la température, pour résumer. Plus la température est élevée, et plus ils vont faire preuve de créativité. Ça va être utile si tu demandes crée-moi un poème sur les informaticiens. Là, il faut qu'il fasse preuve de créativité. Mais si tu lui dis donne-moi le dernier arrêté ou jurisprudence par rapport au cas de mon client, là, il ne peut pas t'en inventer une. Donc il y a vraiment aussi cette logique d'avoir un œil Mmh. critique sur ce que nous fournit l'intelligence artificielle. Alors, Et les j'ai une données question oui et toute bête attends, aussi. Ouais, oui, vas-y. vas-y. Je finis juste Oui, et vas-y, les vas-y. données pour moi en fait, une intelligence artificielle, c'est une voiture et les données, c'est le carburant de l'intelligence artificielle. Donc mon point, pour résumer, c'est de dire que si vos données sont pas bonnes à l'origine, si elles sont corrompues, si elles ont des biais, que ça soit basé sur la religion, préférences sexuelles et cetera, ou même, la politique, et ben vous allez avoir une intelligence artificielle qui peut être biaisée Mmh, dans ses réponses. Donc les données, c'est le carburant, l'intelligence artificielle, c'est mmh. la voiture. Alors, tu parles effectivement des données, de la qualité et de la pertinence des données, donc ça, c'est un élément effectivement extrêmement important.
Hem, L'autre question toute bête, alors c'est du ras de pâquerette, hein, à la question, heu, on parle beaucoup d'inférence. Alors ça, c'est notamment lié effectivement à tout ce qui est ML et comment toi tu pourrais le définir? L'inférence dans le machine learning, Ouais, bah, ou même dans les modèles. la phase d'inférence va renvoyer à l'exécution, d'un modèle d'IA une fois celui-ci entraîné sur un dataset d'apprentissage et que vous avez testé sur un dataset de validation, parce qu'on n'en parle pas souvent. Donc elle fait, par conséquence référence au déploiement du modèle et à la mise en application du scoring, parce qu'il est important d'avoir des métriques pour mesurer l'efficacité de votre modèle. Mais tout ça en situation réelle de production. Parce que l'objectif, c'est pas juste de jouer avec l'IA, c'est aussi de la mettre en production à partir des données de l'entreprise. C'est ça globalement l'inférence. D'accord. Alors tu citais, en début, un certain nombre de services, mais de possibilités. Alors moi, ça me rappelait les fameuses API et les fameux services autour du cognitif, que Azure est proposé. Donc au bout du compte, c'est un niveau au-dessus de ce qu'on avait avant. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est le virage que prend Microsoft par rapport à l'IA dans Azure. Il ne faut pas oublier que Azure, c'est le cloud de Microsoft. C'est le cloud historique, c'est un cloud public qui peut d'ailleurs se transformer parfois en cloud semi-public parce que vous allez pouvoir, dans nos data centers, avoir un cloud privé, par exemple, par rapport à la solution Azure VMware Solution, AVS. Mais globalement, c'est un cloud public Azure. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est le virage que prend Microsoft. C'est-à-dire qu'il y a encore un an et demi, 2 ans, quand les premiers LLM ont fait leur apparition, on s'est vite rendu compte qu'on pouvait les utiliser pour gagner du temps. Moi, par exemple, j'utilise l'intelligence artificielle tous les jours dans mon boulot au travers de Microsoft Teams et Copilot. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de générer un résumé de ce qui s'est passé pendant une réunion et de définir les différentes tâches des intervenants. Et moi, je conçois l'intelligence artificielle comme étant utile si elle me fait gagner du temps sur les tâches que j'aime pas faire. Et là, on est en plein dedans. Mais Microsoft a très vite pris le virage de l'intelligence artificielle dans tous les produits, y compris dans Azure. Par exemple, tu as Copilot dans Azure, où tu vas pouvoir demander à l'IA, résume-moi les services qui ont un coût le plus élevé dans mon abonnement, donne-moi des conseils pour optimiser ces services, déploie-moi une machine virtuelle. Et donc, ça va permettre de simplifier rapidement nos tâches quotidiennes et puis de faire des économies. Donc l'IA ne peut être utile que si elle est, au service de l'utilisateur et qu'elle répond à un besoin concret qui n'était pas, fourni avant par un produit tiers ou même par Microsoft. Voilà un peu la logique qu'il y a derrière. D'accord. Et donc, alors tu disais effectivement que dans Azure, on a effectivement toute une stack autour de l'IA et notamment, d'OpenAI, hein, lié avec ce fameux accord, tissé il y a maintenant presque 5 ans. Je vous ferai pas un historique, hein, évidemment. Hem, donc concrètement, si moi je suis dev, de quoi j'ai à ma disposition sur ces services Azure? Alors, je on peut faire une démo, hein, bien entendu, mais si tu veux, je partage mon écran et on fait une petite démo, si ça te va? Ouais, Alors en tant que dev, pour pouvoir commencer dans Azure, il va avoir besoin d'un abonnement. Donc l'abonnement, c'est ce qui correspond à la limite de facturation et d'administration de ses ressources. Donc en anglais, ça s'appelle une subscription. OK? voilà. Une fois qu'il a son abonnement, il va pouvoir créer des ressources dans ce qu'on appelle des groupes de ressources. Donc un groupe de ressources, bah, c'est tout simplement un conteneur qui va contenir ces ressources. Et ces ressources, bah, ça peut être des ressources liées à des machines virtuelles, à des web apps, à des bases de données, etc. Sauf que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas forcément les ressources liées à des bases de données, mais liées typiquement à l'intelligence artificielle. Donc ici, je suis dans Azure. J'ai un groupe de ressources qui s'appelle RGAI Demo, qui est dans l'abonnement Le Gondor. Et ici, je vais avoir plusieurs ressources. Et donc fan Typiquement, du oui. Seigneur des Anneaux quand même, hein? Ah oui, moi je suis un fan, Lord of the Rings et cetera. J'ai lu plusieurs fois Tolkien et pour la petite histoire, chaque année,
en décembre, pendant mes vacances de décembre, je reprends la trilogie du Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue et je re-regarde ces films. Donc, je ne sais pas si tu vois le nombre d'heures passées, Ah bah, si, mais parce que de toute façon, moi, je ne jure que par les versions longues. bah, exactement Ouais. pareil. Et puis le problème, c'est que bah, je me rappelle de phrases, donc maintenant je connais les films presque par cœur, mais je découvre toujours des petits détails, donc Ouais. c'est plutôt pas mal et voilà. Mmh. C'est rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais c'est plutôt pas mal. Et puis là, en ce moment, je regarde la série d'Amazon. Ouais, je ne dirai pas ce que j'en pense. Ouais, bah, je pense qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises, mais Il y a des bonnes choses, mais il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses, moi, je bon, trouve. après chacun son Et avis. ouais. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est que je trouve qu'ils ont bien choisi Sauron, parce que je trouve que l'acteur Mmh. Ouais, c'est montre vrai. bien le côté pervers Ouais. Du roi du Mordor. Mais voilà, c'est un autre détail. Allez, on continue. Donc, un développeur, de quoi il a besoin? Bah, d'abord, il a besoin d'un service lié à l'IA. Donc, ce service, ça peut être par exemple Azure OpenAI. Donc, concrètement, dans la marketplace, la place de marché Microsoft, on va taper Azure OpenAI. Et là, on va prendre le premier résultat et on va pouvoir créer le conteneur qui va contenir mes LLM et mes SLM. Donc là, tu le vois typiquement, on peut avoir du GPT-4, du GPT-4 Turbo, du 3.5, du GPT-4 qui va embarquer la vidéo, etc., etc. Donc, je peux très bien utiliser Azure OpenAI, mais ça veut dire que j'aurai accès qu'aux modèles liés à OpenAI. Sauf que, comme tu l'as dit très justement en introduction, bah, il y a les LLM, mais il y a aussi les SLM. Donc, je vais peut-être vouloir utiliser Phi. Et dans ces cas-là, tu vois, j'ai déployé du Phi ici, on peut le voir. J'ai déployé Phi au travers d'un service Azure AI Services. Donc concrètement, ici, on peut voir que j'ai plusieurs modèles à disposition, du GPT-4o, j'ai du Phi, et tous ces modèles, pour s'appuyer sur mes propres données, on va leur adjoindre un service qu'on appelle l'Azure iChurch. Donc l'Azure iChurch, c'est quoi? C'est ce qui va te permettre tout simplement, par exemple, de faire du RAG. Donc on va pouvoir plugger à l'iChurch une source. Cette source, ça peut être une base de données, ça peut être une URL, par exemple Wikipédia, ça peut être un fichier que j'ai uploadé au format Word, PowerPoint, PDF, etc. Et tout ça, ça va me permettre ben, de demander à l'IA, quand je lui pose des questions, de se baser sur mes données ou sur, en mode hybride, des données publiques et mes données à moi pour répondre à mes clients et à mes utilisateurs. Donc ça, on va dire que c'est la partie immergée de l'iceberg. Pour la partie émergée, celle qu'on va voir, bah, globalement, on va rentrer dans une interface qui est somme toute plutôt simple à utiliser. Donc, je vous la montre ici. Voilà. Ici, on va avoir une interface basée sur le portail AI Studio. Ici, la première chose à connaître, c'est bah, choisir mon modèle à déployer. Parce qu'en fait, par exemple, Azure OpenAI, la ressource que je vous ai montrée, c'est le Canva, c'est la boîte vide au début dans laquelle je vais mettre différents modèles, SLM ou LLM. Donc là, je suis dans, d'une certaine façon, la marketplace de l'IA proposée par Microsoft. Vous le voyez, j'ai des modèles en GPT-4, en DALI, Whisper, donc ça, c'est tout ce qui concerne OpenAI, bien entendu. Mais on va avoir du Phi, on va avoir du Llama aussi. Donc, on voit que Microsoft propose ce que propose tout simplement Meta, Facebook. On va avoir du Mistral. Et ce qui est important, c'est qu'une majorité de ces modèles est basée sur du modèle as a service. C'est-à-dire que Microsoft ne va pas vous proposer de créer une machine virtuelle pour héberger vos modèles. On va encapsuler ça dans une version managée, ce qui va vous permettre de ne pas avoir à vous soucier de la puissance liée au modèle. Tout va être géré au fil de l'eau en fonction des besoins par Microsoft. Et vous allez avoir une facturation de ces modèles qui peut être soit sous forme de token, soit sous forme de ce qu'on appelle de PTU. Mais pour résumer, les tokens, un token, c'est à peu près 4 caractères en langue anglaise. Donc, on va vous facturer le nombre de caractères dans les prompts. Donc, le prompt, vous le savez, mais c'est les instructions que je donne. Et dans les completions, c'est ce qui va sortir. Donc, ça, c'est pour les tokens. Et puis, pour les PTU, c'est un peu différent le mode de facturation, c'est-à-dire que vous allez réserver de la capacité. Ça va diminuer la latence d'accès à votre
modèle, mais d'un autre côté, c'est un coût fixe que vous allez payer chaque mois. Donc, le token, c'est un coût variable parce que à chaque requête, on ne va pas utiliser le même nombre de tokens et les réponses vont être plus ou moins longues. Le PTU, c'est une capacité dédiée à une entreprise qui va englober pas mal de requêtes de l'utilisateur, de vos utilisateurs pour répondre à vos clients. Voilà. Donc, je continue là-dessus. Ouais. J'ai le modèle catalogue, c'est là où je vais pouvoir choisir mon modèle. Je peux aussi choisir du Phi Medium, Phi Mini, Phi Vision pour embarquer des images par exemple, du texte et des images. Donc là, je peux faire un use model et déployer le modèle. On peut avoir un exemple avant déploiement qui est ici. Donc les Phi, c'est quand même des modèles qui sont relativement rapides, mais qui n'ont pas énormément de données agrégées en leur sein, contrairement à des modèles type GPT-4. Un autre point aussi, c'est que ce qui est important, c'est qu'on peut voir que suivant les modèles, vous allez avoir bien entendu toujours du texte. Pourquoi on appelle ça de la Gen AI? La génération AI, tout simplement parce que ça génère un contenu par rapport à une instruction. C'est ça la Gen AI. Et ce contenu, ça peut être du texte en réponse, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, comme on l'a vu bien entendu avec Sora. Et pour l'image, on peut parler de DALL-E, qui est un bon exemple. Donc, ici, j'ai les catalogues, je vais pouvoir les déployer. J'ai mes services additionnels dans AI Services. Donc là, on peut faire du speech to text, du text to speech. On peut utiliser du content safety pour éviter les propos inappropriés d'instructions qu'on peut transmettre à l'IA. Donc, il y a aussi toute cette logique à avoir derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que font mes utilisateurs, comment ils utilisent mon modèle et surtout, qu'est-ce qu'ils lui demandent et ce qu'ils lui demandent est conforme à la charte de mon entreprise ou même globalement à la loi tout simplement, hein, parce qu'il y a la charte de l'entreprise, mais il y a aussi et dans le chat, on va pouvoir utiliser le modèle. Et tout à l'heure, je vous disais, il faut quand même avoir un esprit critique sur ce que nous répondent les modèles. Ça se définit déjà dans la température. La température va définir le degré de créativité d'un modèle. Si je veux lui demander de me faire une blague, j'ai tout intérêt à lui définir une température proche de 1. Comme ça, il va faire preuve de créativité. Par contre, si je veux lui demander quel est le Premier ministre français, j'ai toujours tout intérêt à avoir une température limitée à 0. Donc, la température, c'est un point. Dans System Message, on va définir la personnalité du modèle. Donc là, par exemple, je vais lui dire tu es Deadpool. D'ailleurs, je vous le conseille, si vous n'avez pas déjà vu le dernier Deadpool, il est génial. J'étais éclaté de rire pendant tout le film, et pourtant il en trucide des hommes et des femmes. Donc tu es Deadpool, et je veux que tu me parles comme lui. Et là, en définissant sa façon d'interagir avec les utilisateurs, ça va lui permettre d'avoir une réponse qui est conforme, encore une fois, à comment parlerait Deadpool. Et là, je peux lui demander, parle-moi de Platon et de sa philosophie. Et automatiquement, il va me répondre, mais cette fois, à la façon dont me répondrait Deadpool. Donc on le voit, quelque part, le système message va définir dans quel contexte j'exécute mon SLM et LLM. Est-ce que c'est un contexte où je fais partie du support et je dois vous voyer l'utilisateur qui fait appel à moi? Est-ce que c'est un contexte où je peux avoir une approche un peu plus personnelle, comme c'est le cas avec Deadpool? Mais la logique, elle est vraiment là. Mmh. On peut définir le nombre de caractères maximum utilisés par le modèle. Donc là, on voit que je suis à 800 tokens, ce qui fait 8, 16, 24, 32, 3200 caractères, typiquement. On peut aussi prendre en compte les dernières interactions avec le modèle, parce qu'en fonction de la réponse, je vais lui demander d'être plus précis, je vais lui demander un exemple, etc. Et je veux que mes interactions soient comme une conversation que j'aurai avec toi. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, François? Où tu es allé, etc. Mais si à chaque fois qu'on se revoit le même jour, je te pose les mêmes questions, tu vas te dire, non, mais il a un problème. Là, c'est un peu pareil. Il faut qu'à chaque fois que je discute avec lui, il prenne en compte nos messages passés pour me fournir des réponses de plus en plus précises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Pass Message Include. Et puis tout à l'heure, je vous parlais de RAG, je vous parlais de fine tuning. Le RAG, typiquement, on va pouvoir le définir dans le paramètre Azure Data. Donc là, je vais pouvoir lui dire, OK, pour répondre à mes questions, base-toi sur des données indexées dans le service iChurch.
Base-toi sur des données que j'ai envoyées dans un compte de stockage Azure. Donc, le compte de stockage, c'est le disque dur de votre cloud chez Microsoft. Base-toi sur une base de données. Base-toi sur la réponse sur une URL. Typiquement, les modèles sont entraînés sur des données, mais au moment où ils sortent, ils sont déjà plus à jour puisque les données évoluent. Par exemple, je peux lui demander quel est le Premier ministre en France. Il ne me dira pas que c'est Michel Barnier. Il me dira que c'est quelqu'un d'autre. Donc là, si je lui dis, d'ailleurs, on peut essayer, hein, qui est le Premier ministre français? Voilà. Il va me dire, c'est Elisabeth Borne, parce qu'il a des données qui datent de 2023. Donc concrètement, là, tu vas me dire, ouais, mais alors on fait comment dans ces cas-là? Bah, tout simplement, si on trust Wikipédia, et là on peut parler du débat, oui, mais Wikipédia c'est public, c'est une communauté, etc. Moi, je trust Wikipédia, bah, je peux très bien lui dire, va voir la page Wikipédia du Premier ministre français, j'indexe cette page, et donc bah, automatiquement, à chaque fois que je lui poserai une question par rapport au Premier ministre français, il me répondra, bah, c'est Michel Barnier ou quelqu'un d'autre si jamais il est remplacé. Et on peut, dans l'indexation, lui donner une fréquence de refresh des données Mmh. où il va aller voir la page, où il va aller regarder le contenu et il va indexer les différences plutôt que de réindexer à chaque fois toute la page liée au Premier ministre français. Donc on voit un peu toute la puissance proposée par Ouais, les modèles, mais basée sur des données qui ne sont pas forcément à jour. ouais. Alors Ça, ça, c'est c'est un un point point. intéressant. Oui, En fait, mais un modèle, pour qu'il reste très pertinent, il faut qu'il soit à jour et qu'il puisse ingurgiter de nouvelles données à jour, en fait. oui, tout à fait. Mais encore une fois, une entreprise, elle s'en fiche, je pense, de fournir un chatbot sur son site web institutionnel qui doit répondre aux questions sur le Premier ministre français, à part citer l'Élysée, bien entendu, où là, c'est un autre sujet. Mmh, Mais pour une entreprise, elle va ingurgiter ses propres données qui sont stockées sur un SharePoint, sur mmh, un OneDrive, sur une base de données, pour permettre à ses utilisateurs et à ses clients d'utiliser toute la puissance de l'IA. mmh Moi, mh. je répète ce que je disais tout à l'heure, mais pour moi, l'IA ne peut être utilisée que si elle est utile et nous fait gagner du temps. Utile, par exemple, dans la recherche de tumeurs sur des imageries, parce qu'elle peut être parfois plus efficace, par exemple, que l'être humain, qu'un spécialiste, mais en plus, utile à me faire gagner du temps au quotidien et à m'éviter bah, de travailler sur des tâches qui sont ennuyeuses, répétitives et pour lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée, que ce soit en termes intellectuels. Mmh. Mon point, par rapport à ce que tu disais, c'est de dire que bah, on doit gagner du temps sur des données à jour, mais il faut déjà trouver le cas d'usage lié à l'entreprise. Et là, ce qui est bien avec l'IA, c'est que quel que soit ce que tu fais en tant que société, on peut trouver un intérêt à utiliser l'IA. Je fais un résumé, hein, mais que tu vendes des voitures, que tu proposes un logiciel, etc. En règle générale, une entreprise a toujours un support pour répondre à ses utilisateurs. Il y a un support de niveau 1, niveau 2, etc. Bon, le support de niveau 1, c'est des questions simples qu'on peut retrouver dans une documentation. Sauf que malheureusement, on le sait tous, on ne lit pas les docs, hein. Moi, je pense que quand tu reçois un produit, tu ne lis pas toute la doc de 30 pages du produit. Tu vas Ouais. aller sur les points qui t'intéressent sur ce produit. D'accord? On est d'accord. Bon. Bah, si on dit à l'IA, mets-toi sur le site web et sur mon site web, eh ben, propose à mes utilisateurs de répondre à leurs questions techniques en tant que support de niveau 1. Et si tu n'y arrives pas, alors contacte une personne du support de niveau 2. Et ben, au moins la personne de support de niveau 2, elle sera vraiment contactée sur des produits spécifiques, sur des fonctionnalités spécifiques sur lesquelles la personne a une valeur réelle ajoutée pour le client final. Mmh. Donc, j'ai pris exemple du support, mais ça peut être d'autres sujets qui sont couverts par l'IA. Ça peut être la recherche, encore une fois, moi j'ai des entreprises qui font de la recherche et qui utilisent l'IA au quotidien. Alors pas forcément du chat GPT, mais plus du machine learning, de l'entraînement supervisé, non supervisé avec un dataset. Donc il y a aussi toute cette logique à avoir. L'IA, c'est une porte d'entrée pour discuter de n'importe quel sujet avec une entreprise. En Mmh. tout cas, c'est mon point de vue et c'est pour ça que j'ai investi mon temps CPU de cerveau pour apprendre toutes ces technologies. Alors là, tu nous as montré vraiment le bac, hein, donc la Oui, plomberie et ce qui se passe. oui, Heu, je me remets dans la peau du développeur, hein, voilà, un gentil développeur, voilà, très, très
bien et bah, je me dis: «Bon, ça, c'est super intéressant, et comment je fais pour l'implémenter concrètement Très bonne dans question. C'est un dans petit bouton. Ouais. dans mon application?» Ouais, ouais, très alors, il y a même plusieurs boutons. Alors, premièrement, tu peux dire: J'ai configuré mon playground». Donc le playground, c'est un peu, quand tu as une pièce de théâtre, tu sais, c'est les coulisses. Ouais. C'est là où ça te permet de répéter juste avant de rentrer sur scène. Ça, c'est le playground et c'est ce que je vous ai montré. Mmh. Mais imagine maintenant, j'ai configuré mon playground, donc mon modèle GPT-4o. Je lui ai défini qu'il peut faire du speech to text et du text to speech parce qu'on n'en a pas parlé, mais on peut interagir avec l'IA sous forme de voix et elle nous répondra, bah, au niveau son aussi, comme, tu peux l'avoir avec du Siri ou, ou OK Google, Mmh. typiquement. Ah, ici, donc, je lui définis un peu tous les paramètres, ce qui va m'intéresser, la voix. Il peut même utiliser votre voix, l'IA, il faut le savoir. On peut cloner votre voix et l'utiliser pour l'IA. Là, typiquement, je vais utiliser la voix de Rémi. Une fois que j'ai fait ça, en gros, j'ai configuré l'IA et je peux lui parler directement ici. Et donc, tu vas me dire, ouais, mais tu n'as pas répondu à ma question, le développeur, comment il fait pour utiliser ça? Alors, il y a plein de choses à répondre. Mais une fois que j'ai configuré le Playground, je peux faire un deploy as a web app. Et là, il va déployer sur un site web qui est par défaut fermé au public. Donc, il faut avoir un compte dans le tenant lié à votre abonnement pour pouvoir l'utiliser. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on déploie sur un site web, tout est public. Il va falloir s'authentifier pour accéder, encore une fois, à ce modèle GPT-4o, une fois qu'il est configuré. Maintenant, les devs, tu vas me dire, oui, non, mais les devs, eux, ce qui les intéresse, c'est les call API, c'est ça, un dev, il va utiliser Python, du PHP ou autre pour interagir via l'application avec ton modèle. Comment il fait? Eh ben, ici, tu as View Code et là, tu vas avoir besoin pour interroger l'IA de 2 choses. Premièrement, son endpoint. Donc le endpoint public de mon modèle, il est là, on peut le voir sur l'écran. Ensuite, tu vas avoir besoin, bah, d'une clé d'authentification. Donc on va te proposer ici une clé API, parce que c'est pas parce que tu as accès à un endpoint que tu dois pouvoir interroger le modèle. Alors cette clé API, souvent, on la stockera pas sous forme de connexion string sur ton application, parce que ça veut dire que si j'accède au code source de ton application, j'ai accès à ton modèle. On va plutôt la stocker dans ce qu'on appelle un key vault dans Azure, un coffre-fort qui va contenir toutes tes clés. Et le principe, c'est que quand ton application va vouloir consommer le modèle, elle va interroger le key vault, qui est un coffre-fort, pour lui dire: j'ai besoin d'accéder à tel modèle avec tel droit, donne-moi l'API key associé. Le key vault va lui répondre et l'application va pouvoir y accéder. Et puis un dev, bah, on le sait tous, hein, il y en a qui préfèrent des modèles plutôt que d'autres en termes de langage de programmation. Bah, que ça soit du Python, du JSON, du C, du curl, tu vas avoir des exemples pour consommer directement le modèle. Là, ce qui peut être intéressant, c'est que il m'a fourni donc un exemple de code où il a pris en compte le système message, le fait qu'il est dit pull, les questions qui ont été posées déjà, et puis bah, la température que j'avais définie à 0 avec vous, le nombre de tokens maximum, 800. On retrouve le endpoint. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si j'ai défini, bah, encore une fois, le speech to text, le text to speech, etc. Donc le fait de pouvoir consommer par la voix un modèle en lui donnant des instructions orales, bah, tout ça va être inclus dans les exemples de code qu'on a à disposition. Donc le dev, il a le view code, bien entendu, mais ce que tu vas me répondre, c'était bien gentil, mais dans la réalité du terrain, les devs, ils vont avoir des sorties sous forme de JSON. C'est ça qu'ils aimeraient pour un modèle. C'est-à-dire que là, ce que tu me fournis, Philippe, c'est du texte, c'est bien beau, mais après, il va falloir que je le reformate pour le rendre disponible à l'utilisateur final. Ça peut être compliqué. Et bien là, je vais cliquer sur Chose JSON et je vais avoir sous format JSON le résultat que je vais pouvoir, bien entendu, importer dans mon application pour que le modèle soit parfaitement intégré à l'interface finale Mmh. de mon application, qu'elle soit en SaaS, en client lourd, et cetera. Ouais, en fait, c'est qu'une question de requêtage, quoi, en fait. C'est ça, c'est d'une question de requêtage. Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle le prompt engineering, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Mais souvent, on va poser une question au modèle et on va pas toujours être content de la réponse. En fait, c'est parce que la question est mal posée. Si je te dis, «J'ai soif, donne-moi une bouteille». Tu vas me répondre: «OK, mais tu veux une bouteille d'eau plate, d'eau pétillante, tu veux un soda?» et cetera. Et ben, c'est un peu pareil avec un modèle. Si je lui dis: «J'ai soif»,
va me dire: «OK, mais tu veux quoi?» Alors que si je lui dis: «Est-ce que tu pourrais me partager une bouteille d'eau pétillante?» Là, il va pouvoir me répondre un peu plus précisément s'il l'a en stock, et cetera. Et bah, c'est un peu pareil. Plus on est précis avec une IA et plus on va avoir des réponses qui sont conformes à ce qu'on attend. Ouais, ça, c'est un point important, c'est que, hem et en fait, tu peux peaufiner, en fait, les réponses au fur et à mesure de l'itération de ton prompt. C'est exactement ça. C'est un point très important que tu soulèves, mais on a le pass message include. Mmh. Je peux très bien lui répondre ici, «Donne-moi des réponses plus précises sur ce que tu me conseilles», et puis je peux aussi, on a tendance à l'oublier, lui demander, lorsque je lui pose une question, de m'expliquer tout son cheminement. Mmh. Alors tu vois, je vais te montrer parce que ça, très peu de gens le font, mais je trouve que c'est un peu dommage. Ici, je peux lui dire, quel est le sport le plus facile à apprendre, mais le plus difficile à maîtriser, selon toi? Explique-moi les différentes étapes de ton raisonnement. En fait, je lui demande de se justifier Mmh. sur sa réponse. Parce que souvent, il va dire, bah, je sais pas moi, c'est le tennis de table ou c'est le ping-pong. Ah bah là, il y a l'audio. Voilà, j'ai coupé l'audio, mais tout à l'heure, je l'avais configuré. Mais tu vois, là, il m'a donné sa réponse, mais en argumentant, en me disant, en nous disant: «Bah, voilà, j'ai donné cette réponse basée sur cette réflexion-là». Donc demandez-lui aussi de se justifier pour comprendre comment il en est arrivé là. Mais encore une fois, de la même manière que quand on fait une recherche Google, je pense qu'il faut qu'on ait, ou Bing d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on ait un esprit critique face à la réponse et au site sur lequel on va se connecter. Parce que la même question, en fonction du pays où on la pose, va avoir une réponse totalement différente. Malheureusement, il y a la guerre en Ukraine à l'heure actuelle. Un Russe qui pose la question de justification de la guerre en Ukraine, et s'il est en Russie sur le moteur de recherche russe, il ne va pas avoir la même réponse Mmh. qu'un Ukrainien qui Ouais. fait la même au niveau de son pays. Et donc, toujours avoir un esprit critique Mmh par mh. rapport aux données Ouais. qui sont fournies par l'IA, de la même manière que vous le feriez avec un moteur de recherche, public. Mmh. Alors je reviens un petit peu sur la pertinence et la qualité du prompt. Je prends un exemple très, très concret que je fais presque chaque jour, maintenant, c'est quand je lui demande qu'il relise effectivement un texte, je lui dis bien: «Tu relis ce texte sans le modifier, mais tu m'indiques les corrections en gras». Mmh. Et si on fait pas ça, en fait, on constatera que le résultat, il n'est pas du tout le même. Tout à fait. Et voilà, et ça permet aussi, et quand je lui dis explicitement: «Indique-moi les modifications en gras», il m'explique à la fin effectivement, bah, comme tu l'as montré là, pourquoi il a fait les modifications de texte, voilà, une virgule, un mot qui manque, et cetera. Exactement. Après, pas oublier, toujours pareil, la température, hein. Voilà, ouais, c'est ça. C'est tout bête, hein, mais moi, des fois, j'ai des amis, des voisins qui me disent: «Ouais, j'ai testé, voilà la réponse qu'il m'a donnée, elle est pas du tout bonne. Moi, je suis expert dans ce domaine, je sais que c'est pas ça». Je leur dis: «1re question, vous avez réglé la température? Mmh. Et c'est quoi votre système message?» Parce que si je lui donne une personnalité, d'un artiste, les réponses vont pas être la même qu'un spécialiste dans le domaine spécifique. Tu es spécialiste dans le nucléaire, je veux que tu me répondes comme le ferait un spécialiste dans le nucléaire. Ça va pas être la même réponse que tu es Deadpool, et je veux que tu inventes des choses comme lui pourrait le faire et de manière humoristique. Donc il y a aussi le C'est système Ouais, message, il y a les paramètres qui sont pour moi un enjeu. ouais. Et puis Donc donc oui, donc en fait, c'est du compromis à trouver entre le coût, entre les performances et la qualité de réponse, mais de traitement. exactement, et d'ailleurs dans le portail, tu as la possibilité aussi, bah, de tester les modèles, d'avoir un benchmark de tes modèles. Parce que comme tu l'as dit, une entreprise, en général, elle va rechercher l'expérience utilisateur la meilleure possible pour ses clients. Donc une faible latence. Mmh. Parce que
Si à chaque fois que tu poses une question, tu as le temps d'aller boire un café avant d'avoir la réponse, ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Et bah, typiquement, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu vas avoir un comparatif des modèles. Tu peux choisir les modèles que tu veux comparer, suivant différents, métriques. Ça peut être la cohérence du modèle, comme on le voit ici, ça peut être le groundedness, ça peut être, le fluency et cetera. Mais le point important, c'est que Microsoft donne des outils, par exemple là pour la précision, l'accuracy, donne des outils pour comparer les modèles entre eux. Et donc, le coût du modèle, sa pertinence associée, la latence pour répondre aux utilisateurs, le nombre de données qu'elle a à disposition pour répondre aux utilisateurs, Mmh. tout ça fait partie du choix d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire, moi, quand j'ai un client qui me dit je veux aller dans la Gen AI, une fois qu'on a parlé du use case, moi Mmh. je lui pose des questions, mais c'est quoi tes priorités? Est-ce que ta priorité, c'est la précision du modèle? Est-ce que c'est la latence? Donc, est-ce que l'expérience utilisateur, voilà. Alors, en général, le client, il va me dire: «Je veux que le modèle soit à faible latence, avec les dernières données à jour» et cetera et cetera. Et donc, dans ces cas-là, il faut réfléchir: «OK, mais est-ce qu'il y a une réflexion derrière le modèle?» Typiquement, tu prends, heu, du 1O, le nouveau modèle là qui vient de sortir. Lui, il est capable de réfléchir, de résoudre des problèmes de maths. Donc tu vas lui donner un problème de maths et il va être capable de réfléchir. Tu peux même, mais j'ai pas encore testé, a priori, lui donner un temps de réflexion. C'est-à-dire qu'on rentre dans des modèles où tu vas lui dire: «À une question donnée, prends 1 minute avant de me répondre». Comme tu le ferais, par exemple, par rapport à un enfant qui a fait une bêtise en lui disant: «Écoute, tu as fait cette bêtise, réfléchis pendant 1 minute, reviens me voir pour m'expliquer pourquoi tu as fait cette bêtise». Bah là, c'est un peu pareil, d'une certaine façon, avec un modèle où tu vas pouvoir définir son temps de réflexion et comment il va, et donc ça va avoir un impact sur comment il va aborder le problème de maths. Donc on rentre vraiment dans une ère qui est passionnante, mais encore une fois, sur laquelle on doit avoir un œil critique dans tous les cas de figure. Typiquement, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal du tout, Microsoft propose ce qu'on appelle, l'IA responsable. Si tu veux, moi je trouve que c'est passionnant l'IA, mais ça nécessite de réfléchir aux conséquences liées à l'utilisation de cette IA. Et là, Microsoft propose 6 règles à suivre pour développer une IA responsable. Alors tu vas me dire: «Mais dans quel cas on va l'utiliser?» Ben, on va l'utiliser tout le temps en fait. Par exemple, si demain ton banquier utilise une IA pour pouvoir te répondre face à une demande de crédit et que ta demande de crédit est refusée, et ben, jusqu'à présent, on pouvait demander au banquier: «Oui, pourquoi ça a été refusé?» et cetera. Il va te dire: «Bah, c'est tel service qui a dit non parce que, vous aviez trop d'agios l'année dernière et que, par rapport à l'endettement, nin». Si c'est une IA qui a automatisé ça, sur quoi elle s'est basée pour répondre non à ta demande de crédit? Et ce que je veux dire, c'est que c'est là où on rentre dans, la transparence, d'une certaine façon. Quel algorithme utiliser? Sur quels critères j'ai été rejeté? Et est-ce que le modèle n'a pas été détourné de son utilisation initiale? Si j'arrive à accéder à l'algorithme du modèle, je peux l'influencer pour qu'il réponde face à des réponses qui vont m'aller, qui sont dans mon intérêt. Sauf qu'une IA qui fournit un crédit, enfin qui accepte ou pas un crédit dans une banque, eh bah, doit se baser sur des éléments objectifs. Par exemple, ces éléments objectifs, elle ne doit pas prendre en compte, ta race, ton orientation sexuelle, ta religion et cetera. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et bah, là, on est un peu dans cette logique de: «OK, mais qui est responsable dans ces cas-là?» Pareil, voiture autonome. Moi, je trouve ça passionnant ces sujets-là. J'ai une voiture autonome, je suis en ville, je décide de faire confiance à l'IA, je débranche le mode manuel et je commence à regarder la route et cetera. Et puis, entre 2 voitures qui étaient garées, il y a une personne qui sort et le véhicule n'a pas le temps de s'arrêter et donc percute la personne, il y a un accident et cetera, et d'ailleurs, c'est arrivé aux États-Unis. OK, mais qui est responsable? Est-ce que c'est le fabricant de la voiture? Est-ce que c'est le dev par rapport à l'algorithme utilisé dans l'IA? Est-ce que c'est moi qui ai mis le mode autonome alors que j'aurais pu très bien rester en manuel? Tu vois? Toutes ces questions-là appellent quand même de développer des IA responsables
où il va y avoir une équité, une transparence de l'IA. La responsabilité de chacun va être clairement définie. Ça doit être une IA qui est inclusive, qui prend en compte, quelle que soit ta religion, encore une fois, ton orientation sexuelle, tout le monde. Elle doit être fiable et puis elle doit être sécurisée parce que si jamais un hacker arrive à détourner l'algorithme, bah, dans ces cas-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Donc j'aime bien aussi ce concept de j'ai Mmh. une IA qui est responsable, mais dès le début du développement. C'est pas une fois qu'on a sorti l'IA qu'on doit se poser ces questions-là. C'est pendant la phase de développement de l'IA, OK, je dois baser mon développement d'IA sur ces principes-là. Très bien. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Voilà, parce qu'on a même légèrement dépassé le temps imparti. Ça passe vite En avec toi, hein, Ah, ça passe franchement. très, très vite Ça et passe on trop a vite. encore une fois qu'effleurer le sujet comme vous le voyez, durant ces 40-50 minutes que l'on a passé ensemble. L'IA, c'est un sujet extrêmement vaste, et notamment pour les devs, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'options, mais d'API que l'on peut utiliser et bien évidemment, on n'y manquera pas d'y revenir dans, les prochains numéros, les prochaines DevCon et les prochains mois. Philippe, un grand merci de ton temps, merci de t'être levé aussitôt, pour faire, Je me lève toutes ces toujours tôt pour toi, François. Je me lève toujours tôt pour toi, mais non, pour la petite histoire, on en avait discuté avant ouais, l'interview, avant la session. On est des lève tôt tous les 2. ouais, tout à fait, Mais tout à fait, franchement, j'ai pas vu le temps passer. ouais, C'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas, à partager. si vous avez des retours, à nous les faire Mmh, en commentaire, à liker, partager, la vidéo et puis, bien entendu, si vous avez des questions liées à l'IA et ben, posez-les et posez-vous ces questions-là aussi. Moi, je vous encourage vraiment à avoir un esprit mmh, critique sur, tout ce qu'on touche au quotidien. ouais. Merci à toi et vous retrouverez bien évidemment, toutes les vidéos sur notre chaîne, YouTube ainsi que nos podcasts, tout le long de l'année, 24/7, sans aucun souci. Merci encore une fois à toi et très bonne journée à tout le monde. Salut tout le monde, à bientôt.